Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la série Réfléchir le réel, dans laquelle j'essaye de faire une petite analyse philosophique par rapport à un phénomène ou un événement qui a lieu dans notre société. Alors le sujet aujourd'hui, c'est le changement climatique, ou plus précisément le réchauffement climatique, qui est une question bien évidemment très présente dans notre société, tant au niveau purement sociétal qu'au niveau des discours et des décisions politiques, et ça va du niveau très local au niveau international. Alors comment cette question se manifeste-t-elle dans ces discours politiques? Je voudrais commencer par cela. Alors je vais me limiter vraiment au discours complètement mainstream, majoritaire pour l'instant. Alors on peut distinguer deux positions. Première position, ce qu'on appelle la position climato-sceptique. Et cette position rassemble bien entendu plusieurs visions, plusieurs idéologies, mais il y a quand même quelque chose qui sous-tend cette différente variation de cette forme de scepticisme. Car effectivement, il s'agit bien d'une forme de scepticisme, c'est-à-dire un courant de pensée qui a une longue histoire dans la philosophie. Donc qu'est-ce qui s'exprime là dans cette position? Elle s'exprime de manière essentiellement négative, c'est-à-dire que le climato-scepticisme se dirige essentiellement contre quelque chose. Et contre quoi? Notamment contre ceux qui s'alarment justement du réchauffement climatique. Donc les climato-sceptiques, ils vont dire que c'est eux, c'est les autres qui utilisent le climat comme un outil pour réaliser leur agenda politique et donc écologique ou altermondialiste ou libéral dans le sens américain du mot. Et dans cette vision sceptique des choses, qui d'ailleurs ne porte pas simplement sur le climat, hein, il porte aussi sur souvent la médecine ou la science, mais en même temps, elle ne met pas du tout en question d'autres valeurs ou d'autres réalités comme la réalité économique ou par exemple la réalité des genres, etc. Donc c'est un scepticisme assez sélectif et peut-être aussi cynique. Et donc dans cette vision, ce sont donc les autres, ce sont les opposants qui veulent que nous changions notre mode de vie. Et la figure du climato-sceptique se présente donc comme une voix qui défend notre mode de vie. Donc ça, c'est la première position. La deuxième position, on peut l'appeler simplement climato-affirmatif. C'est donc ceux qui sont convaincus que le changement climatique est non seulement réel, mais que c'est dû à l'activité humaine. Et par conséquent, il faut prendre des mesures pour réduire notre, comme on dit aujourd'hui, notre impact environnemental ou notre consommation énergétique, etc. Il faut donc dans cette vision des choses que nous changions, que nous adaptions notre mode de vie. C'est donc une position qu'on peut appeler réaliste et pragmatique, celle qui donc demande de chercher des solutions à un problème qui s'appelle le réchauffement climatique. Bon, si on prend ces deux positions et regarde un petit peu de plus près, on constate en fait un paradoxe assez intéressant, c'est que les deux côtés se présentent finalement comme une façon de sauver, de maintenir notre mode de vie. C'est-à-dire que la première position, on le fait en niant le problème, donc il y a un maintien absolu du statu quo, soit, c'est l'autre position, en adoptant des mesures censées donc permettre que notre société moderne, ou notre modernité dans sa réalité sociétale, qu'elle puisse perdurer, qu'elle puisse continuer. Mais les deux insistent donc sur l'importance de sauver notre mode de vie. Voilà pour ces deux positions. Il faudrait qu'on revienne là-dessus, sur cette idée de l'importance de notre mode de vie. Alors la question que je voudrais poser ici, c'est pas celle où on demande laquelle des deux positions aurait raison, etc. Il y a plusieurs raisons pourquoi je voudrais pas faire ça ici, mais la plus fondamentale, c'est que cette question-là ne permet pas de penser la question qui, elle, pour moi, est fondamentale. Et celle-ci, c'est bien une question qui porte sur notre mode de vie, qui questionne notre mode d'existence même. Donc tout d'abord, quel est ce mode d'existence qui est le nôtre? Commençons par cela. Alors par rapport à notre thématique, donc le climat, notre mode d'existence, c'est tout d'abord un mode de production. C'est ce qu'on appelle à niveau mondial l'économie ou le système capitaliste. Donc c'est un mode de production essentiellement capitaliste. Donc il faut commencer par cela. Donc je ne vais pas essayer de faire une analyse du capitalisme ici parce que ça devient très vite un peu caricatural. Mais j'aimerais quand même, pour aller très vite et de manière très sélective, relever quelques points.
juste par rapport à cette idée de production, de mode de production. Donc c'est quoi ce mode de production capitaliste? Au fond, et de manière très simple, c'est la production de capital à partir d'une valeur ajoutée au travail, c'est-à-dire l'activité des travailleurs. Là-dedans, on peut distinguer plusieurs phases, et là j'aimerais utiliser un terme un petit peu plus technique, plusieurs phases dans ce qu'on appelle la subsumption. La subsumption, ça veut dire l'appropriation, l'absorption du réel, donc de notre réalité économique, la réalité du travail, par le capital. Et dans les analyses du capitalisme, on distingue en général deux phases. Donc d'abord la subsumption formelle, c'est la phase dans laquelle le capital s'approprie le produit du travail. Et puis la subsumption réelle, une phase dans laquelle le capital s'approprie les conditions même du processus de travail. Donc là, tout ce qui appartient, tout ce qui relève du processus de production est absorbé par le capital. Et c'est dans cette phase-là que la technologie va absorber la subjectivité même des travailleurs, ce qui est d'ailleurs un point clé dans la critique marxienne du capital. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'on est dans la continuation de cette subsumption réelle, où tout est absorbé par le capital. On peut peut-être l'appeler aujourd'hui la subsumption planétaire. Pourquoi? Parce que la planète, elle apparaît aujourd'hui, elle se réduit aujourd'hui à un ensemble de ressources, donc ce qu'on appelle souvent la matière première, c'est-à-dire donc quoi? C'est des choses qui apparaissent, qui n'existent que comme ressources à exploiter. Donc la nature ici, notre planète, est donc réduite à un ensemble d'éléments économiques ou qui vont être transformés en ressources économiques. Donc la conclusion, si on pose la question qu'est-ce que notre mode de production, c'est cela. On a un mode de production qui fonctionne essentiellement par l'exploitation complète de ressources humaines, oui, on dit bien comme ça, et des ressources naturelles. Donc il y a une absorption totale de la planète par la production capitaliste. C'est le système aujourd'hui. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à notre mode d'existence entendu dans sa forme productrice aujourd'hui. Donc ce qui apparaît ici, c'est l'importance de la production par rapport à notre mode d'existence. Donc il faut qu'on fasse maintenant une petite réflexion sur ce que c'est la production. Qu'est-ce que donc produire? Alors ici, j'aimerais utiliser une réflexion, voire une méditation par un philosophe allemand du XXe siècle qui s'appelle Martin Heidegger, qui a écrit un essai sur ce qu'il appelle la question de la technique, qui a été publié aux années 50 du siècle dernier. Donc j'aimerais utiliser un petit peu son analyse ou sa méditation sur la technique. Pourquoi la technique? Parce que la production est essentiellement liée à la technique, car quand je produis, j'existe comme quelqu'un qui fait, qui fabrique. Donc je me réalise, l'homme se réalise, l'humain se réalise dans une activité technique. Donc d'où l'importance de la technique dans le contexte de la production. Donc comment Heidegger, dans cet essai, comment définit-il la production ou le produire? Pour Heidegger, produire est essentiellement faire venir quelque chose, et plus précisément, faire venir quelque chose d'un état caché vers un état non caché. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas tout à fait intuitif, car pour nous, on s'imaginerait plutôt la production comme quelque chose qui commence par une idée dans la tête de celui qui veut produire, et qui ensuite va essayer de réaliser cette idée matériellement. Donc l'impulsion viendrait donc de celui qui produit. Alors qu'ici, dans le cas de Heidegger, on est dans toute autre chose. Il faut encore comprendre mieux ce que ça veut dire faire venir, mais déjà on voit qu'on n'est pas dans une impulsion qui vient du producteur, pour ainsi dire. Pour Heidegger, les éléments qu'on fait venir de leur état caché, ils se rassemblent tous dans la production. Donc il y a déjà une sorte de symétrie entre tous les éléments, que ce soit la matière, la nature, la technique, la personne qui produit, l'activité de la production. Tout cela, ça se ressemble et constitue ensemble un faire venir, un rendre présent. Et en rendant présent ces éléments, la production peut s'entendre comme un dévoilement. Il y a quelque chose qui était donc caché et qui se dévoile. Et ce concept de dévoilement est extrêmement important, car pour Heidegger, le dévoilement, en fait, est la définition de la vérité. Alors ça peut à nouveau paraître assez bizarre, parce que normalement, quand on parle de la vérité, on parle d'un rapport d'adéquation entre ce que je pense savoir, ou ce que je prétends savoir, et la réalité. Si ce que je dis est vrai, c'est que le savoir que je prétends avoir correspond en effet à la réalité. Ça, c'est la notion classique de la vérité. La vérité est adéquation et représentation du réel dans le savoir.
Alors pour Heidegger, la vérité, c'est tout autre chose, c'est un dévoilement. Elle exprime quelque chose qui se dévoile à nous. Donc on voit ici un inversement total de la perspective. C'est pas nous face à la nature, non, c'est quelque chose qui se dévoile à nous. Donc cette notion, effectivement, s'inscrit dans la philosophie de Heidegger, qui est une critique, sans aller en détail, mais qui est une critique fondamentale de la pensée occidentale, de la philosophie occidentale. Donc la production est un mode de dévoilement qui exprime une vérité sur nous, par rapport à nous, par rapport à notre mode d'existence, par rapport à notre rapport au réel. Donc dans la production, ce qui se révèle, ce n'est pas simplement quelque chose qui devient réel, qui se réalise, non, c'est quelque chose qui est vrai. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout cela? On va essayer de rendre ça un peu plus concret et je vais donner des exemples. Et d'ailleurs, Heidegger lui-même, il le fait dans son essai. Alors il fait la distinction entre la technique traditionnelle ou ancienne et la technique moderne. Alors prenons d'abord donc la technique ancienne. Alors dans la technique ancienne, ce qui se rend présent dans la production, c'est la nature qui était donc cachée. L'exemple qu'il donne, c'est le moulin à vent. Alors qu'est-ce qui se dévoile dans la production d'énergie par le moulin à vent? Quels sont donc les éléments qui deviennent présents? Quelle est la vérité qui se dévoile? Les éléments sont donc l'objet du moulin, le rapport au vent, la technique permettant de produire l'énergie et son rapport au vent, c'est-à-dire son rapport à la nature. Donc ça veut dire quoi? Que la condition possibilité de la production d'énergie dans ces techniques anciennes, elle est bien là, dans se rendre présent de la nature. Ça veut dire que la nature se dévoile comme énergie, elle se dévoile à nous. Cela, pour Heidegger, est une vérité qui exprime notre rapport, notre mode d'existence par rapport à la nature. Donc dans la technique ancienne, l'humain produit non pas en se réalisant comme le maître de la nature qui dispose de la nature à son gré, mais en entrant en rapport avec elle, avec ce qu'elle dévoile. Ça, c'est donc la technique ancienne. Alors dans la technique moderne, le rapport à la nature existe toujours, mais il est très différent. Déjà parce que la technique moderne met en application un savoir scientifique. Et dans l'application de ce savoir s'exprime un rapport qu'on peut entendre comme domination, comme maîtrise de la nature. Et c'est d'ailleurs la critique classique de la vision scientifique du monde que de dire que c'est finalement un rapport violent qui fait violence à la nature parce qu'on veut maîtriser la nature. Et Heidegger s'inscrit un petit peu effectivement dans cette critique-là. Donc ce rapport basé donc effectivement sur la science, ce rapport de maîtrise, Heidegger l'appelle, avec un terme un peu technique qui est d'ailleurs difficile à traduire, il appelle ça une provocation de la nature. La nature, autrement dit, est mise en demeure de livrer ce que nous lui imposons et ce que nous, par la suite, nous allons accumuler. Alors si on continue sur l'exemple de l'énergie, ce serait par exemple une centrale électrique ou une centrale nucléaire. Il y a une transformation de ce que la nature est prête à nous donner, comme, en l'occurrence comme matière, et puis on peut transformer cela en énergie en accumulant cette chose. C'est donc un mode de production par la technique moderne, qui ne demande plus qu'on entre en rapport avec la nature et en attendant ce qu'elle nous dévoile. On est en train d'extraire quelque chose à la nature en ordonnant. C'est donc cela la technique moderne pour Heidegger. C'est le dévoilement de la nature par provocation, en ordonnant. Et c'est donc aussi le dévoilement, la technique moderne, c'est le dévoilement de notre mode d'existence, comme justement ce mode qui s'adonne à la technique moderne. Et bien c'est bien ce mode-là, ce mode d'existence que nous retrouvons dans le mode de production capitaliste dont j'ai parlé auparavant. Et en se rendant compte de cela, je pense qu'on peut aller plus loin avec cette idée heideggerienne du dévoilement. Car ce qui se manifeste à nous aujourd'hui, à l'heure où la catastrophe écologique s'achève, car ce n'est pas une catastrophe à venir, c'est non seulement le dévoilement d'un rapport à la nature qui est essentiellement prédateur et destructeur, mais que notre mode d'existence se dévoile comme quelque chose qui va plus loin encore, c'est-à-dire comme une autodestruction. Car actuellement, notre mode d'existence, notre être dans sa forme productrice, se révèle effectivement comme l'anéantissement même de notre être. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on pose effectivement la question de la survie de l'humanité. On est arrivé au point
de se poser la question de l'être ou non-être, donc effectivement de l'anéantissement de notre existence. Donc voilà la situation à la fois réelle et impossible, car totalement paradoxale, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et cela a une conséquence très importante. Si maintenant je reprends ce que j'ai dit par rapport au discours politique sur le climat, ce que j'ai dit au début, car dans ces discours, j'avais dit qu'on propose de sauver notre mode de vie par différentes façons, mais en tout cas, ils sont tous d'accord pour dire qu'il faut sauver ce mode de vie, et il faut donc prendre des mesures, c'est-à-dire trouver des solutions techniques pour que notre mode de vie puisse perdurer. Et donc ces solutions sont essentiellement techniques. Par exemple, si on dit à partir d'aujourd'hui 100% énergie renouvelable, c'est une technologie qu'on va utiliser pour garantir la survie de notre mode d'existence. Alors ce que cette petite analyse a essayé de montrer, c'est que ces solutions techniques ne peuvent jamais être une réponse à la question de la technique. Au contraire, ces solutions reproduisent ce mode d'existence destructeur, et donc elles ne nous permettent et ne nous permettront jamais de nous engager dans une véritable méditation, et c'est le mot qu'utilise Heidegger d'ailleurs, donc une méditation ou un questionnement de notre mode d'existence. Voilà en tout cas la conclusion à laquelle j'arrive avec cette brève analyse. Voilà donc tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc merci et on se retrouve une autre fois pour un autre sujet.